Mon ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. Je me souviens d'une époque où on avait promis le Karcher, on n'a pas branché de tuyau. Gaullisme. Laurent Wauquiez est qu'un épiphénomène. Éric Zemmour, c'est l'assurance vie, l'assurance survie de Macron. Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne, mais ça va être organisé par les maires. Vous voulez qu'on lui remercie, qu'on lui lèche les babouches pour avoir pris son téléphone? Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. 7e épisode de Mariani 360. Alors, on est rattrapé par l'actualité européenne, française, ukrainienne. Après le braquage du Louvre, il y a de ça quelques semaines, c'est peut-être le plus gros braquage de l'histoire française qui vient d'être réalisé hier. 100 rafales, potentiellement, bien entendu, puisque c'est une lettre d'intention, 100 rafales qui seraient payées. Par qui? Par Nicolas. Alors, pas Nicolas dont on parlait la semaine dernière, mais par ce Nicolas qui paye. Thierry Mariani, qu'est-ce qu'on peut dire de ce potentiel contrat qui serait effectivement historique pour les Ukrainiens comme pour nous, en tout cas pour notre porte-monnaie? Écoutez, d'abord, c'est une belle mise en scène. Voilà, il faut le dire. Vous avez des acteurs un peu abîmés politiquement, un certain Emmanuel Macron qui doit faire maintenant 11% d'opinion favorable dans son pays. Vous avez un autre acteur qui préfère en ce moment sortir de son pays parce que de tous les côtés, on découvre que ses amis se sont grassement enrichis sur la corruption et que peut-être, je dis bien peut-être, lui est complice. Et donc finalement, ils sont allés prendre une bouffée d'air frais. Voilà. J'ai presque envie de dire, il vous manque le troisième larron, quoi. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, si j'en crois encore la revue Courrier International d'hier, dont les jours sont comptés. Bref, ces trois grands blessés de la politique, ou trois politiciens, j'ai envie de vous dire, en période de soins palliatifs, parce que, à mon avis, les trois disparaîtront assez rapidement. Et alors, la mise en scène des deux premiers est extraordinaire. Une base aérienne, un état-major avec tout un tas de galonnés qui commandent pour le moment personne, puisqu'il faudra qu'un jour, tout le monde soit d'accord pour envoyer des troupes. Donc, autant dire que c'est un peu comme le Père Noël, on risque de l'attendre longtemps. Et puis, surtout, ce contrat, c'est même pas un contrat du siècle, c'est un contrat du millénaire, 100 rafales d'un coup, 100 rafales d'un coup. C'est pas beau, madame? Qu'est-ce qu'il est fort, le Macron, de vendre des avions comme ça? Alors, on s'est livré à quelques calculs parce que c'est assez difficile. 100 rafales, quand même, avec, si on prend les versions récentes, mais qui méritent aussi d'être équipées, c'est quand même un minimum de 12 milliards. 12 milliards, c'est pas mal. Alors, il faut savoir que M. Zelensky fait son marché en ce moment, puisque en octobre, donc c'était le mois dernier, il avait acheté 100 à 150 avions Gripen, dernier modèle en Suède. Je vous rappelle, là aussi, fourchette basse, 14 milliards. Donc, si vous faites 14 milliards chez les Suédois au mois d'octobre, 12 milliards chez les Français au mois de novembre, c'est pas mal, hein. Il a fait 26 millions. Je pense qu'à ce prix-là, 26 milliards, pardon, 26 milliards. On ne parle bien sûr qu'en milliards. 26 milliards, je pense qu'on peut lui faire vraiment un rabais. Et tout ça avec à chaque fois des lettres d'intention. Vous savez, une lettre d'intention, c'est, comme le bon français le dit, simplement des intentions qui n'engagent, comme diraient certains politiciens, que ceux qui les reçoivent. Voilà, moi je cite souvent cette anecdote, mais je vous assure qu'elle est vraie. Quand vous êtes ministre, ce que je fus il y a longtemps, et que vous avez un déplacement à l'étranger où vous devez rencontrer des personnalités, eh bien, il faut toujours des signatures. Ça fait bien de signer des contrats, même si, soyons clairs, 90% des contrats que vous signez ont déjà été négociés avant que le ministre arrive. Et très souvent, le ministre n'y est pas pour grand-chose. Vous savez, quand j'étais ministre des Transports et que je signais des contrats pour des Airbus, il fallait surtout remercier les commerciaux d'Airbus et les ingénieurs d'Airbus. Mais bref, des fois, il en manque des contrats. Alors, dans ce cas-là, il y a une potion magique. Eh bien, la potion magique d'un voyage ministériel ou d'un voyage présidentiel, c'est les MOU, Memorandum of Understanding, c'est-à-dire en bon français, lettre d'intention. Et donc, une lettre d'intention, ça oblige simplement à avoir de bonnes intentions. Donc, en clair, ce que M. Macron a signé, c'est du vent. C'est du vent. D'abord parce qu'il n'y a aucune commande ferme.
Deuxièmement, même monsieur Zelensky a dit, c'est sur BFM, j'ai vu un extrait où il dit j'espère que ces avions arriveront en 2035. 2035, c'est-à-dire dans 10 ans. 10 ans, voilà. J'espère pour le monde entier que d'ici là, la paix sera signée depuis longtemps. J'espère aussi que pour l'Ukraine, ils auront changé de président en trouvant quelqu'un d'un peu plus honnête. Bref, donc tout ça, c'est pour dans 10 ans. On a promis aussi des batteries Mamba. Les batteries Mamba, c'est une batterie anti-aérienne fabriquée avec nos amis italiens et qui est franchement le nec plus ultra de défense anti-aérienne. Alors, on en a promis 8. Le problème, c'est que la France en a 8. Alors, il y a deux solutions. Soit on donne les nôtres, et dans ce cas-là, ça veut dire que la France n'a quasiment plus de défense anti-aérienne, dernier cri à sa disposition en cas d'attaque, soit on en fabrique de nouvelles, ce qui est plutôt logique. Dans ce cas-là, les nouvelles, chacun le sait, le défaut des armes modernes, c'est qu'elles sont très longues à fabriquer parce qu'elles sont extrêmement techniques. On ne fabrique pas une batterie Mamba ou un Rafale aussi vite qu'un AK-47. Voilà, et donc tout ça, en réalité, c'est un grand cinéma où M. Zelensky va pouvoir revenir dans son pays en disant j'ai 100 avions, de plus, on va gagner la guerre. Peut-être qu'ils vont gagner la guerre, donc si elle continue encore 10 ans. Et puis, il y a quand même deux petits problèmes. Mais c'est un détail. Il faut trouver 25 milliards. C'est facile, 25 milliards. En ce moment, nos députés à l'Assemblée nationale s'écharpent pour essayer de faire 1 milliard d'économies, 2 milliards. Et alors, à chaque fois, c'est très facile. À chaque fois, on dit ce sera l'Europe. Sauf que je le répète et je le répéterai toujours, l'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est nous. Je vous rappelle que la France est le deuxième contributeur de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on donne une proportion des recettes qui est la seconde, 18,5% des dépenses de l'Union européenne sont payées par la contribution française, 18,5%. On n'est pas la plus grosse, heureusement, c'est les Allemands, 22%. Mais c'est-à-dire que quand vous additionnez les 22% allemands et les 18 ou bientôt 19% français, faites votre compte, vous arrivez quasiment à 40% de toutes les dépenses de l'Union européenne qui sont financées par ces deux pays. Voilà, c'est-à-dire que si on fait, je ne suis pas très bon en maths, mais je vais essayer de le faire avec vous. Allez, si par hasard, on donne 25 milliards à l'Ukraine pour acheter ces avions, ça veut dire que les Français devront en payer un peu moins de 20%, ce qui doit faire, aidez-moi, ce qui doit faire à peu près un peu moins de 5 milliards. C'est génial, on n'a pas un rond, on ne sait pas comment moderniser notre armée, et donc on va donner ça. Alors, première chose, c'est que personne parle de la manière dont on le paye. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Bon, de toute façon, Macron, il s'en fout, il ne sera plus là. Il peut faire toutes les dettes qu'il veut. Il a déjà pris de l'avance, d'ailleurs, depuis 2017. On est, vous le savez, à plus de 1 000 milliards de dettes de plus. Mais sérieusement, tout ça est une vaste comédie, quoi. Voilà. Moi, j'attends maintenant que le Népal nous achète des sous-marins. On signera une lettre d'intention. Ils n'ont pas de mer, c'est pas grave. Et puis aussi, on verra si l'Europe accepte de le payer. Tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. Et puis deuxièmement, moi je lis très souvent les réactions à mes tweets sur Internet. Enfin, voilà. Et quelqu'un m'a écrit ce matin, de toute façon, même si on était prêt à le payer, M. Trump probablement lèverait le doigt et en disant non, pas d'avion européen, français ou suédois, vous devez acheter des F-35. Et en plus, on serait assez con pour payer. Voilà. Et donc, voilà, je prends rendez-vous pour je pense, 300, 3000, allez, pour le 700e ou 800e numéro de Dissidence. Et je pense qu'en 2035, eh bien, on n'aura toujours malheureusement pas vendu un avion à l'Ukraine. Ou alors, si on l'aura vendu, on aura encore plus de dettes qu'avant. Voilà, que les choses soient claires. Je me réjouis chaque fois que l'industrie française de l'armement,
qui est l'un de nos fleurons, vend des armes à l'étranger, c'est effectivement une rentrée de recettes. Mais si c'est vous qui la payez, c'est pas une rentrée. Voilà. Et en plus, je trouve que c'est souligner l'excellence de nos ingénieurs. Donc, j'applaudis des deux mains quand on vend des rafales dans le Golfe Persique ou en Inde. Quand on les vend à quelqu'un qui est pratiquement à la rue financièrement, ben, je me dis que finalement, c'est un piège ou alors c'est une comédie. Voilà, je pense que c'est les deux à la fois. Parce que les deux qui l'ont signé, ben, écoutez, Macron, il a eu sa séance. Cette fois, il n'avait pas mis son blouson Top Gun, hein, quand même. Mais l'autre avait... Oui, mais l'autre avait ça. Bon, il aurait pu, parce que Zelensky était avec son costume de théâtre habituel, donc de Warriors, donc ils auraient pu mettre tous les deux leur costume. Mais non, voilà, il restera pas grand-chose, malheureusement, de ce contrat. Je dis bien malheureusement, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on vende 100 Rafales de plus, même si cet avion, désormais, se vend très bien. Et puis, vous verrez que si un jour, Monsieur Zelensky se mettait à acheter des avions qu'il paye lui-même, eh bien, les États-Unis seraient le premier à le tirer par les oreilles en lui disant « Si tu veux qu'on ne te lâche pas complètement, tu viens acheter chez nous. » Voilà, donc c'était finalement un lundi assez sympathique, lundi 17 novembre, il faudra s'en souvenir. Maintenant, on attend la prochaine comédie, mais à la sortie, rien de neuf. Et puis, ça complète ce qui s'est passé cette semaine à l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne, il faut regarder, parce que j'ai été, vous le savez, 25 ans député français, et j'estime que c'est beaucoup plus important qu'être député européen, et donc ça fait 7 ans que je suis député européen. Mais on parle très peu dans les presses françaises de ce qui se dit ou ce qui se fait à Bruxelles. Vous savez, c'est un peu comme certaines choses qu'on cache. Et c'est dommage, parce que mardi dernier, il fallait être... non, mercredi dernier, on avait ce qu'on appelait à Bruxelles une mini-session. D'habitude, les sessions, c'est à Bruxelles, c'est à Strasbourg et ça dure une semaine. Mais des fois, quand il y a des textes en urgence ou qu'il faut absolument passer à certains sujets qui sont assez brefs, eh bien, on fait ce qu'on appelle des mini-sessions à Bruxelles. Et il y avait une mini-session à Bruxelles la semaine dernière, mercredi. Et donc, pendant cette mini-session, Mme von der Leyen est venue présenter les conclusions du Conseil européen de fin octobre. Ce Conseil européen, je vous le rappelle, c'est la réunion de tous les chefs d'État et de gouvernement. Donc, on est représenté, en clair, par notre président bien-aimé. Et alors, elle a annoncé dans son discours 2 choses, et ça continue, ça ne s'arrête plus. Je crois qu'ils sont devenus vraiment camés à la subvention à l'Ukraine. Voilà. Alors d'abord, elle a dit l'Ukraine a des difficultés financières, ça on s'en doutait, surtout quand on voit les commissions que prennent les amis autour de M. Zelensky. Alors on a rajouté 6 milliards. Voilà, on vient de débloquer encore 6 milliards. Pareil, même calcul que d'habitude, chers amis français contribuables, 6 milliards. Si vous prenez 19% en gros de cette somme, eh bien, ça veut dire que les Français ont donné à peu près 1,1 milliard à l'Ukraine. Alors, pour être tout à fait honnête, une partie est en don, une partie est en prêt, mais pour être tout à fait réaliste, les dons, il n'y a pas de problème, ils sont donnés. Les prêts, il n'y a aussi aucun problème, ils ne seront jamais remboursés. Bref, et donc, après avoir annoncé qu'on donnait 6 milliards à l'Ukraine, on a dit qu'il fallait que la guerre continue jusqu'à la victoire de l'Ukraine et que le Conseil européen, écoutez, c'est d'une extrême gravité, le Conseil européen s'est engagé à prendre en charge toutes les dépenses de l'Ukraine qui lui seraient nécessaires en 2026 et 2027. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on va continuer à financer non pas que la guerre, mais le financement de l'État ukrainien, puisque l'État ukrainien est complètement en faillite. À la limite, si l'Europe veut soutenir une guerre et qu'elle finance les armements, je ne partage pas ce choix, mais je le respecte. Mais là, maintenant, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de quoi payer nos soignants qui font des heures supplémentaires dans les hôpitaux français, mais par contre, on finance les hôpitaux en Ukraine. On n'a pas de quoi augmenter les retraites de certains Français, mais on remplace l'État ukrainien pour payer les retraites en Ukraine. Voilà, l'Europe est devenue complètement hors norme. Voilà, enfin, je veux dire,
sans repère, sans repère. Et puis, allez, pour finir l'addition, parce que pour le moment, j'ai presque envie de vous dire, c'était que les hors-d'œuvre. Les hors-d'œuvre à partager, mais des hors-d'œuvre, je vous rappelle quand même, où on a une bonne part à partager. Et alors, deux choses. Je vous rappelle quand même qu'on est toujours d'accord pour payer la reconstruction de l'Ukraine. La reconstruction de l'Ukraine, les chiffres évoluent, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que ça tournera aux alentours de 500 milliards. 500 milliards, ça fait quand même beaucoup de rétro-commissions, hein, n'est-ce pas, Monsieur Tarad, en Ukraine. Voilà, 500 milliards. Et puis, j'oublie encore quelque chose, mais écoutez, il y en a tellement avec… Ah si, ben oui, j'oublie. Et alors, il y a un grand débat en ce moment dans l'Union européenne. C'est comment on va faire, parce qu'on se rend compte quand même qu'à force, on va se retrouver complètement sans moyens. Je vous rappelle que le commissaire européen qui s'occupe de l'agriculture et le principal bénéficiaire du programme agricole, de la politique agricole commune de l'Union européenne, c'est la France. Il vient quand même d'annoncer que dans les 2 ans, il serait réduit de 24%. 24%. Pourquoi? Parce que finalement, à force de donner de l'argent, je le répète, à l'Ukraine, on finit par plus en avoir pour les Européens et pour les Français. Et donc, on a aussi annoncé que, désormais, pour les Ukrainiens, il y avait encore toute une série d'avantages douaniers. Sachez qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Mais commercialement, elle y est quasiment. Et pour toute une série de productions. Par exemple, l'acier. J'ai entendu ce matin qu'on fermait 3 unités de production en France d'acier et que 400 Français seraient au chômage. Eh bien, pour l'acier ukrainien, pas de problème. Il peut rentrer dans l'Union européenne avec des quotas de droits sans douane, comme s'ils étaient dans l'Union européenne. Pour les agriculteurs, pas de problème. Que ce soit pour ceux qui font du sucre, ceux qui font des semences, ceux qui font une partie d'élevage. Eh bien, là aussi, pour soutenir l'effort de guerre, on a décidé de faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans l'Union européenne sans droit de douane. Et je le dis et je le répète, on parle beaucoup du Mercosur, on en a parlé ensemble, mais les exemptions de droits de douane que l'on procure à l'Ukraine sont sans commune mesure. Et alors, pour les Brésiliens et les Argentins, bref, pour les pays du Mercosur, on fait semblant d'exiger qu'il y ait quand même quelques contrôles sur les OGM, etc., etc. On sait qu'ils ne respecteront pas. Donc, mais bon, on fait semblant. Mais tandis que pour les Ukrainiens, il n'y a pas de problème non plus. On a décidé que les certificats ukrainiens qui disaient « hop, c'est un produit parfait », eh bien, on les reconnaissait comme valables, parce que c'est bien connu. L'administration qui fait les certificats en Ukraine, c'est pas une administration qu'on peut acheter, n'est-ce pas, Monsieur Tarad? Et donc, forcément, si je vous livre un bateau de céréales en vous disant sans OGM, eh ben, vous allez le croire, puisque c'est signé par le responsable ukrainien. Non, mais j'essaie d'en rire, mais c'est dramatique. C'est dramatique parce que l'Europe aujourd'hui n'a plus qu'un projet, c'est gagner sa guerre. On n'est pas en guerre officiellement. Bien sûr, heureusement, on n'envoie pas de troupes, heureusement, mais je lisais dans une revue que j'adore, qui est Courrier International, désormais ce qu'ils appellent la multiplication des zones grises. Et c'est vrai que depuis, si on réfléchit, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on déclare quasiment plus la guerre. Mais on l'a fait. On n'a pas déclaré la guerre aux Serbes, on les a bombardés. On n'a pas déclaré la guerre en Irak, on les a envahis. On n'a pas déclaré, et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Et donc, ça change tout. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que pour une déclaration de guerre, il faut quand même, en tout cas en France, consulter les parlementaires et qu'il y ait un vote. Envoyer des troupes et mener des combats sans déclaration de guerre. Alors des fois, c'est urgent, il faut le faire et c'est parfaitement justifié et c'est une réussite. Souvenons-nous par exemple de l'expédition de la Légion étrangère sous Giscard d'Estaing à Colvézi. Il fallait partir dans la nuit, ça a été le cas et ça a été réussi. Mais des fois, c'est des conflits dans lesquels on s'enlise. Et donc aujourd'hui, en réalité, on est dans une période où eh bien, ces zones grises se multiplient et l'Ukraine en fait partie. On n'est pas en guerre, mais on n'est pas belligérant, paraît-il. Enfin, moi, je ne sais pas quand même. Si on m'envoyait des bombes sur la tête
d'un pays et qui me dit « je suis pas belligérant », je me dirais quand même qu'il me prend un peu pour un imbécile. Mais en Avec gros, les on n'est pas scalps, tu veux belligérant. dire. Comment? Tu parles des missiles Scalp. Oui, de tous les missiles. Je veux dire, voilà. Je pense que dans un missile, il y a celui qui le vend et celui qui le lâche. Voilà. D'ailleurs, quel que soit le côté, qu'on soit du côté, je le répète, russe, qu'on soit du côté ukrainien ou qu'on soit du côté dans toutes les guerres. Bref, on n'est pas belligérant en droit et heureusement. On n'envoie pas de troupes pour le moment, et heureusement. Mais en réalité, l'Europe se vit comme si on était en guerre. Et on veut absolument la gagner, cette guerre, parce que c'est la première guerre que l'Europe mène avec ses petits bras. Et donc, même si c'est une guerre par procuration, puisqu'en réalité, heureusement, je le répète, on n'a pas de troupes françaises en première ligne et donc pas de pertes. Mais je trouve ça dramatique parce qu'on continue à pousser une guerre où des milliers d'Ukrainiens et des milliers de Russes y perdent la vie, alors que tout le monde sait l'issue. Voilà. Quand on dit il faut continuer cette guerre jusqu'à ce que l'Ukraine récupère l'intégrité de son territoire, personne n'y croit. Personne n'y croit, voilà. Mais c'est pas grave, ça permet de continuer la guerre. Et je vais vous dire une phrase que j'ai déjà dit plusieurs fois à votre antenne. Je suis de plus en plus persuadé que aucune structure n'étant éternelle, aucun empire étant là pour l'éternité, et l'Union européenne qui se vit comme une sorte de construction idyllique, rêvée, qui veut sans cesse s'étendre et tout, eh bien, pour cette Union européenne, la guerre en Ukraine sera ce que fut la guerre en Afghanistan pour l'Union soviétique, c'est-à-dire la révélation d'un échec. Heureusement pour nous, il n'aura pas été directement militaire, puisque contrairement aux soviétiques, nous ne sommes pas impliqués, mais la révélation d'une faiblesse, le début aussi d'une ruine financière, et à la sortie, une révélation que, au-delà des opérations, des discours, eh bien, l'Europe est une construction bien faible, qui aujourd'hui ne pèse pas lourd, et qui est mal partie avec les structures qu'elle a pour être vraiment une pièce centrale sur l'échiquier mondial. On reste pour le moment un pion des États-Unis. Eh ben voilà, c'est un mot de la fin de cette émission absolument parfait. Tristement parfait, je devrais dire, pour nous en tant que Français et de patriotes. Thierry Mariani, 1000 fois merci cette semaine sur Divergence. Eh bien, vous retrouverez Claude Janvier, vous retrouverez Nicolas Mirkovic. Vous avez pu écouter hier Jacqueline Moureau qui était sur notre antenne en direct. C'était très rigolo. C'était très agréable de parler avec elle justement de sa vision du délitement français aujourd'hui, de la situation pour nos épargnants qui sont de plus en plus pressurisés. Et puis enfin, sur Divergence, vous retrouverez dimanche Xavier Moreau et Fabrice Sorlin. Thierry Mariani à mardi prochain, dans une semaine. Et d'ici là, eh bien, bon vote à l'Union européenne. Make France great again. Merci, au revoir. Nous sommes en guerre. Chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français.